Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Égérie du Second Empire. Épisode 5, l'ami des cœurs et des arts. Le 16 février 1863, Napoléon III et Eugénie, accompagnés des dames d'honneur et des officiers de service, prennent place dans les imposantes et luxueuses voitures de gala de la cour. Direction l'hôtel de l'ambassade d'Angleterre à Paris. Le corps diplomatique au complet est rassemblé dans la chapelle de l'hôtel pour célébrer le mariage de Miss Sophie Wellesley, fille de l'ambassadeur. On se retrouve ensuite dans les riches salons transformés en serre pour l'occasion. Personne ne songe à détailler la robe de la mariée. Ce sont les grandes personnalités féminines du Second Empire que l'on scrute. Et parmi ces égéries de la fête impériale, c'est Marianne Walewska qui capte tous les regards. En tant qu'épouse d'un ministre français, en charge de dossiers aussi importants que les affaires étrangères, sa présence n'a rien d'étonnant. La tenue de la comtesse, en revanche, ne peut que surprendre et arracher des soupirs enivrés. Fidèle à sa réputation de délicatesse, de goût et de distinction, elle incarne avec beaucoup de poésie la muse de l'harmonie. Sur sa robe blanche sont brodés en paillettes argentées les attributs de la musique. La poussière d'or qui recouvre sa longue chevelure donne à la pureté de ses traits fins et à l'éclat de ses yeux clairs des allures de sortilège enchanté. Elle était l'une des femmes les plus captivantes, les plus belles et à coup sûr la grande dame la plus adulée de la cour de Napoléon III, raconte le comte de Mauny, qui n'en finit pas d'encenser la comtesse Walewska. Napoléon III, justement, l'incomparable Marianne a conquis tout Paris par son esprit et par sa beauté. Elle ne pouvait laisser insensible l'empereur, cet incorrigible coureur de jupons. Il se hisse, en effet, au premier rang de ses admirateurs. Marianne Walewska a bien compris comment mettre à profit sa grande beauté. Ses airs innocents et purs dissimulent un caractère désinvolte et déterminé. L'historienne Françoise de Bernardi la décrit ainsi. Intelligente, résolue, douée d'un esprit d'intrigue tout italien, d'une ténacité que rien ne rebute. Charmeuse incomparable, aimant être aimée et en prenant la peine. Dès le 19 février 1857, on remarque à l'occasion d'un bal chez le prince Jérôme Bonaparte que l'empereur valse avec la comtesse Walewska. Quelques semaines plus tard, en mars, c'est lors d'une soirée très brillante et très animée chez la princesse Mathilde de Bonaparte qu'a lieu un nouveau rapprochement. L'impératrice Eugénie apparaît pourtant dans tout l'éclat de sa beauté. Elle portait un costume représentant la nuit, robe traînante de tulle noire, garniture de plumes d'autruche sous le tulle qui amortissait la vivacité de la couleur blanche et donnait à l'ensemble quelque chose de vaporeux dont le charme était indéfinissable. Toute cette toilette ainsi que la coiffure étaient constellées de diamants. Et jamais la pâle beauté de l'impératrice n'a mieux ressorti que sous ce costume si gracieusement mélancolique. C'est pourtant la comtesse Walewska qui attire encore les regards de l'empereur. Ils dansent ensemble à plusieurs reprises au cours de la soirée. Et c'est bien à la fin de cette année 1857 que Marianne devient la maîtresse de l'empereur. La comtesse ne règne pas sans partage sur les sens de Napoléon III. Horace de Vielcassel note par exemple cette anecdote survenue en avril 1858. L'empereur, au dernier bal de Madame Walewska, a fait une cour très pressante à la jolie Madame Gréville. Il a passé plus d'une heure à l'intriguer et enfin, avant de soulever la barbe de son masque, à lui faire comprendre qu'il était l'empereur. Encore en mars 1859, Madame Walewska et l'empereur s'affichaient hier soir mutuellement. Leur causerie était remarquée. L'empereur est resté jusqu'à 6 heures du matin et il a dansé le cotillon avec la comtesse, ce qui ne l'a pas empêché de coqueter avec Madame de Gréville. Au premier souper, l'empereur était assis entre la princesse Marie de Bade et Madame Walewska. La princesse Marie a entendu la comtesse Walewska faire une scène de jalousie à l'empereur à propos de Madame de Gréville. Malgré l'apparition de quelques rivales,
Marianne reste pendant au moins 5 ans, jusqu'en 1861 ou 1862, la maîtresse en titre officieuse, pourrions-nous dire. L'empereur revient toujours vers elle. Et si son emprise sur Napoléon III dure aussi longtemps, c'est assurément parce qu'elle obtient le consentement d'Eugénie. Certains historiens pensent d'ailleurs que l'opération séduction de Napoléon III est montée de concert entre les deux femmes pour déloger la comtesse Virginia de Castiglione. Il est vrai que si l'impératrice a rapidement fait une croix sur la fidélité de son époux, elle déteste le scandale. Elle tolère les petites maîtresses tant qu'elles ne font pas de bruit. Or, depuis l'année 1856, la comtesse Virginia de Castiglione déroge à cette règle. Débarquée à Paris avec le fracas d'un astéroïde, la comtesse se vante de ses relations intimes avec l'empereur. Eugénie ne supporte pas le caractère hautain et le désordre que cette comète italienne laisse dans son sillage. De là à confier à Marianne, autre Florentine, la tâche de satisfaire les exigences extra-conjugales de son mari pour se débarrasser de cette insupportable maîtresse, aussi théâtrale que cabotine, c'est en tout cas la conviction profonde de Virginia de Castiglione. Le 14 janvier 1858, 3 bombes sont lancées à proximité du carrosse de l'empereur. Napoléon III et Eugénie en réchappent de peu. L'attentat est signé Felice Orsini, patriote transalpin luttant pour l'unification de l'Italie morcelée. L'empereur accuse aussitôt le royaume de Piémont-Sardaigne d'être un nid à conspirateurs. Sujette du royaume de Piémont-Sardaigne, espionne missionnée par son principal ministre Cavour pour établir un canal de communication privilégié avec la France, Virginia voit sa position fragilisée. Contrainte de se faire oublier quelque temps, elle rentre en Italie, maudissant ce coup du sort qui laisse définitivement la place libre à Marianne. Horace de Vielcassel commente en effet en 1860 « Madame Walewska a inscrit son nom sur la liste des sultanes impériales ». Apprenant le triomphe de sa rivale, la jeune comtesse de Castiglione laisse éclater sa colère. À son amant, le prince Joseph Poniatowski, elle n'hésite pas à affirmer qu'elle est victime d'un complot ourdi par 2 vipères, à savoir l'impératrice et la Walewska. Marianne en prend pour son grade. Elle apparaît sous la plume de Virginia tantôt comme une sainte nitouche phthisique, tantôt comme une véritable hyène. La Castiglione achève son portrait en assurant Poniatowski qu'Eugénie ne tardera pas à s'apercevoir de son erreur, parce que les Ricci, famille paternelle de Marianne, sont plus perfides que le diable. C'est tout l'inverse qui se produit. La relation intime que la comtesse entretient avec Napoléon III semble renforcer son amitié avec Eugénie. L'impératrice ne tarde pas à se rendre compte qu'en plus d'être sa confidente et son alliée à la cour, Marianne sait faire preuve de tact et de discrétion. Elle lui en est extrêmement reconnaissante. L'anglais James Howard Harris constate en mars 1861 « J'ai trouvé Madame Walewska plus en faveur que jamais ». De son côté, Horace de Vielcassel note que l'impératrice et la comtesse sont toujours ensemble. Eugénie convie Marianne à Compiègne et dans sa villégiature de Biarritz, lui offre des bijoux, sollicite son avis. Aucune femme ne réussit ce tour de force d'être à la fois la maîtresse indétrônable de Napoléon III pendant plusieurs années et l'une des plus proches amies d'Eugénie. Intrigante de haut vol, plus expérimentée que la Castiglione, la Walewska est suffisamment avisée pour obtenir des faveurs autant de la part de l'empereur que de l'impératrice. Forte de ces 2 appuis, la belle comtesse s'emploie à redresser les finances familiales, cachant le scandale de sa position derrière le voile de la modestie et un respect rigoureux des formes. On en oublierait presque que Marianne est mariée, et le comte Walewski dans tout ça. Horace de Vielcassel rapporte une conversation qu'il aurait eue avec la princesse Mathilde Bonaparte, cousine de Napoléon III, et le marquis Joseph de Chaumont-Quitry, député et chambellan de l'empereur. Mathilde commence par s'émouvoir. Dieu sait que Walewski ne se doute pas de l'infidélité de sa femme. Marianne est une véritable petite rouée qui a su tout en couchant avec l'empereur se faire l'amie de l'impératrice. Je mettrai ma main au feu que son mari ignore tout. Le marquis de Chaumont-Quitry n'est pas du tout de cet avis. Il raconte à son tour. Votre Altesse impériale est, je crois, dans l'erreur la plus complète. L'ignorance de Walewski est une comédie. Je l'ai vu de mes yeux vus dans le parc de Villeneuve tourner la tête
et rebrousser chemin lorsqu'il entrevoyait dans une allée l'empereur avec sa femme. Mais j'ai vu mieux que cela encore cette année à Cherbourg. Un matin, Walewski et moi, nous nous trouvions dans une pièce qui précédait la chambre de l'empereur. Mokar arrive pour parler à son souverain, il ouvre la porte sans frapper, puis recule stupéfait et tombe dans mes bras. Par la porte ouverte, j'avais pu voir Madame Walewska au bras de l'empereur, et Walewski, placé à côté de moi, a dû voir tout ce que j'ai vu. Si Horace de Vielcassel est connu pour être une vraie langue de vipère, on est tenté de le croire dans le cas présent. Comment imaginer une seule seconde qu'un homme aussi intelligent que Walewski puisse ignorer la liaison de son épouse avec Napoléon III alors que toute la cour est au courant? Il semble au contraire se faire le complice de Marianne. Après tout, il y trouve son compte. La comtesse étant aussi belle que dépensière, les largesses impériales ne sont pas de trop pour éponger leurs dettes respectives. En tout cas, il est certain qu'il ferme les yeux sur l'étendue et la nature des relations de sa belle et jeune femme avec Napoléon III. Ce qui peut aussi expliquer, sans minimiser le réel talent du comte pour les affaires, pourquoi il a une si brillante carrière. Lorsqu'il démissionne du ministère des Affaires étrangères en 1860, l'empereur récompense autant ses services que ceux de son épouse en lui octroyant une terre dans l'Îlande, le château d'Étiolles, une place de sénateur, 30 000 francs, et une place dans le conseil privé, 100 000 francs. Surtout, il lui offre le poste de ministre d'État avec la direction des Beaux-Arts. Même si la comtesse Walewska cesse d'entretenir une relation charnelle avec Napoléon III entre 1861 et 1862, elle reste, après la défaite de Sedan en 1870, puis l'exil du couple impérial en Angleterre, l'une de ses grandes amies. L'historien Pierre Delano écrit « Ce fut à elle que l'empereur confia bien des peines et bien des espérances. Quant à Eugénie, elle donne à Marianne une preuve éclatante de son attachement lorsqu'elle lui offre la charge de dame d'honneur en 1869. La comtesse Walewska sera pendant 20 ans une des femmes les plus agréables de Paris et d'Europe, une des plus influentes aussi, explique Françoise de Bernardi. Cette influence incontestable est explicitée par l'historien Pierre Delano. À la cour, il y eut des femmes intelligentes que les questions graves de la politique, sans nuire à leur grâce mondaine, sollicitèrent. L'empereur qui les connaissait et qui les appréciait, en dehors de tout autre et intime sentiment, ne dédaignait pas d'entendre leurs avis et il les consulta, souvent et sérieusement, notant avec soin leurs impressions, leurs craintes, leurs désirs. Parmi ces femmes et en première ligne, il convient de citer la comtesse Walewska. Elle fut la collaboratrice assidue, dévouée et hautement intelligente de son mari, et si on les eût écoutés tous deux, la guerre du Mexique n'eût pas eu lieu. Ils en devinèrent en effet les sombres résultats. La comtesse Walewska, italienne de naissance, ne fut pas autant contraire à la campagne contre l'Autriche. D'accord, ici d'ailleurs avec tant d'autres esprits généreux. Cependant, quand elle crut avec son mari, et il faut le dire avec l'impératrice, s'apercevoir que cette guerre n'aboutirait qu'à une exploitation égoïste de Napoléon III et de la France, elle mit en œuvre toute son influence pour que les résultats n'en fussent point défavorables à notre pays. Et dans le patriotisme ardent qu'elle manifesta pour sa patrie d'adoption, et qui ne l'abandonna jamais, elle fit dresser, inquiète, la tête de Cavour. « La femme que je redoute le plus, disait alors Cavour, est la comtesse Walewska. » L'opposition entre Napoléon III et Walewski au sujet de la cause italienne entraîne la démission de ce dernier des affaires étrangères au début de l'année 1860. L'empereur offre à son cousin un poste très différent et tout aussi important. Le voici désormais ministre d'État avec la direction des Beaux-Arts. Il s'agit en fait d'une des premières tentatives d'un véritable ministère de la culture. Alexandre et Marianne s'installent au premier étage de la toute nouvelle aile Richelieu du Palais du Louvre, où Napoléon III a réservé une succession de pièces flambant neuves à l'usage du ministre d'État et de sa famille.
Les Walewski ont toujours été attirés par les arts. Dans leurs appartements particuliers, monsieur et madame font honneur à leur nouvelle fonction. On souligne notamment la collection de tableaux des meilleurs maîtres qui ornent les pièces privées de la comtesse, témoignant avec une foule d'autres détails de son goût tout italien pour les arts. De 1861 à 1863, le ministère ne chôme pas. Parmi les réalisations apportées au crédit de Walewski, on peut citer, entre autres, un projet de loi sur la propriété artistique et littéraire, une augmentation des droits des auteurs et compositeurs des œuvres représentées au Théâtre impérial de l'Opéra, la création, à l'École des Beaux-Arts, d'une classe particulière pour la gravure sur bois, ou encore la pose de la première pierre de l'Opéra Garnier le 21 juillet 1862. Marianne a ses propres projets. Elle consacre par exemple la chaleur de son âme et la vivacité de son intelligence à la Fondation Notre-Dame des Arts, une maison spéciale ouverte aux filles des littérateurs et des artistes qui peinent malgré leur travail opiniâtre à faire fortune. Il s'agit donc de permettre à ces demoiselles d'apprendre un art tout en recevant une éducation. C'est encore au ministère d'État que l'on réceptionne en février 1861 les 13 caisses contenant les présents envoyés au couple impérial par le corps expéditionnaire français en Chine suite au sac dramatique du palais d'été de Pékin. La presse commente. Tous ces objets d'art de la plus grande rareté sont destinés à enrichir les collections de notre musée. Ils proviennent en grande partie du palais d'été de l'empereur de Chine. Un magnifique sceptre en or massif enrichi de diamants et de pierres précieuses, semblable en tout à celui que doit recevoir la reine d'Angleterre, est compris dans cette expédition. Le couple Walewski inaugure aussi au ministère d'État des soirées musicales délicieuses animées par les plus grands artistes du temps et dont Marianne fait les honneurs. Par exemple, en mars 1862. Mardi dernier, Madame la comtesse Walewska a fait à ses hôtes la surprise d'un charmant concert improvisé dans la journée par les soins du librettiste Alphonse Royer. Il avait lieu dans la splendide salle Louis XIV, attenant au salon particulier de Madame Walewska. Les artistes de l'opéra paraissaient enchantés de cette improvisation qui leur a valu l'accueil le plus flatteur. Faure, dans le grand air du siège de Corinthe, Michaud dans la cavatine de Joseph et Mademoiselle Saxe dans l'air de Robin des Bois ont terminé de la façon la plus brillante ce concert auquel assistaient presque tous les ministres et le corps diplomatique. Une autre fois, c'est une grande soirée musicale et dramatique. On joue les 2 premiers actes du Misanthrope avec Madame Arnoux dans le rôle de Célimène. Liszt improvise 2 variations au piano, puis accompagne le Roi des Aunes de Schubert. Enfin, la grande artiste Pauline Viardot chante la tendre et plaintive musique de Bellini. La qualité de ces représentations fait le sel des soirées au ministère d'État. Outre les appartements particuliers d'Alexandre et Marianne, l'aile Richelieu offre encore d'impressionnants salons d'apparat où la profusion de dorures, de peintures, de velours et de stucs produisent un effet saisissant. Ils correspondent aux actuels appartements Napoléon III qui se visitent aujourd'hui au Louvre. La comtesse Walewska commande aussitôt l'édification d'une galerie extérieure longeant la salle à manger et donnant sur la cour du Carrousel du Louvre. Les chroniqueurs du temps saluent ces pièces comme la quintessence de la richesse et du grand goût de la décoration. L'ensemble offre le théâtre le plus splendide qui se puisse voir pour une fête offerte à tous les genres d'aristocratie d'une grande capitale. Le ministère d'État compose en effet un cadre somptueux aux dîners mondains et festivités de toutes sortes. C'est justement une fête donnée en février 1861 qui éclipse cette année-là toutes celles imaginées par les ambassades et autres ministères. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Égérie du Second Empire.